pendant 15 ans, j'ai fabriqué des fumoirs sur mesure, j'ai élevé 4 enfants et je pensais avoir le mariage parfait. Puis, j'ai emmené ma femme à la fête de Noël de son entreprise et je l'ai vue disparaître avec un inconnu. Quand elle est rentrée à l'aube, portant sa veste, j'ai su que notre vie était terminée. Mais ce qu'elle a découvert le lendemain, quand sa clé n'entrait plus dans notre serrure, n'était que le début. Quand j'en ai eu fini, elle a perdu tout ce qu'elle pensait mériter et a découvert ce qui arrive quand on trahit un homme qui connaît la valeur de la loyauté. Je m'appelle Dalton Puy. J'ai 47 ans et depuis 15 ans, je construis des fumoirs et des grilles de barbecue sur mesure dans mon atelier derrière notre maison dans le Tennessee. C'est un travail honnête, le genre de travail qui vous laisse les mains sales et un compte en banque suffisamment confortable pour élever 4 enfants et garder une femme heureuse. Du moins, je pensais la rendre heureuse. La nuit où tout a basculé a commencé de manière assez innocente. Claudia avait été invitée à la fête de Noël annuelle de son agence de marketing. Et pour une raison que j'ignore, elle voulait vraiment que je vienne. D'habitude, elle trouvait des excuses, disant que je ne m'amuserais pas, que ce n'était que du travail, des gens qui parlent boutique. Mais cette année, elle a insisté. « Tu devrais rencontrer mes collègues », avait dit Claudia en ajustant sa robe vers émeraude dans le miroir. Surtout le nouveau directeur de clientèle. Il a des idées intéressantes sur l'expansion vers le marketing du style de vie en plein air. J'aurais dû prêter plus d'attention à la façon dont sa voix changeait quand elle l'a mentionné. J'aurais dû remarquer qu'elle avait acheté une nouvelle robe sans m'en parler. Qu'elle avait passé 1 heure de plus à se maquiller. Mais je pensais à la commande de fumoirs sur mesure que je venais de décrocher pour une chaîne de restaurants de barbecue à Nashville. Pas à lire entre les lignes de l'enthousiasme soudain de ma femme. La fête avait lieu à l'hôtel Héritage, en centre-ville. Avec ses sols en marbre et ses lustres en cristal. Je me sentais déplacé dans mon plus beau costume, regardant Claudia naviguer entre les conversations comme si elle était née pour ça. Elle m'a présenté à son patron, à quelques collègues, mais il y avait une énergie en elle qui semblait différente. Électrique, agitée. C'est là que je l'ai vue. Reed Hawthorne semblait sorti tout droit d'une publicité pour parfum. Costume cher, cheveux parfaits, le genre de sourire confiant qui vous faisait vous demander à quoi il pensait vraiment. Quand Claudia nous a présentés, il m'a serré la main avec la poigne d'un homme qui n'avait jamais fait une seule journée de vrai travail de sa vie. « Alors, vous êtes le fameux roi du barbecue », dit Reed, sa voix douce comme un vieux whisky. « Claudia parle tout le temps de votre travail. » Vraiment ? C'était nouveau pour moi. Claudia montrait rarement de l'intérêt pour mon entreprise, à part pour me demander quand le prochain paiement arriverait. Je les ai observés pendant l'apéritif. Rien d'évident, rien sur quoi je pouvais mettre le doigt. Juste la façon dont elle riait un peu trop fort à ses blagues. Comment elle se penchait vers lui quand il parlait. La façon dont sa main s'attardait sur son bras quand elle voulait souligner un point. Vers 21h, j'ai voulu la retrouver pour suggérer de rentrer. Les jumeaux avaient un entraînement de foot tôt le matin, et Caleb m'avait envoyé des textos pour que je l'aide avec ses dissertations pour l'université. Mais quand j'ai regardé dans la salle de bal, Claudia était introuvable. J'ai vérifié près des toilettes, au bar, je suis même sorti voir si elle était allée prendre l'air. Rien. Puis j'ai vu la chaise vide de Reed à sa table, sa veste jetée sur le dossier comme s'il était parti précipitamment. Ma poitrine s'est serrée. J'ai fait un autre tour des lieux, plus méthodique cette fois. La responsable du vestiaire a dit qu'elle n'avait pas vu ma femme. Le voiturier a confirmé que Reed Hawthorne était parti il y a 20 minutes dans sa voiture, avec une femme correspondant à la description de Claudia. J'ai emmené ma femme à une soirée et elle est partie avec un autre homme. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, les mains serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Chaque feu rouge me donnait le temps de réfléchir, de repasser la soirée en boucle, de reconstituer tous les signes que j'avais été trop aveugle ou trop confiant pour voir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Impossible. Je suis resté assis dans mon atelier, entouré de fumoirs à moitié finis et de l'odeur du métal froid, essayant de donner un sens à ce que j'avais vu. Chaque partie rationnelle de mon cerveau continuait de proposer des excuses. Peut-être qu'ils étaient partis discuter affaires. Peut-être qu'elle était tombée malade et qu'il avait proposé de la raccompagner. Peut-être que j'étais paranoïaque. Mais mon instinct savait la vérité. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu une voiture entrer dans notre allée. J'ai regardé depuis la fenêtre de l'atelier les phares balayer notre jardin, puis disparaître. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu notre porte d'entrée se fermer doucement.
Claudia essayait de se faufiler à l'intérieur comme une adolescente qui a dépassé le couvre-feu. Je lui ai laissé 1 heure pour s'installer, puis je suis entré dans la maison. Elle était dans la cuisine, préparant du café comme si de rien n'était. Toujours dans cette robe verte, mais quelque chose était différent. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage avait coulé, et elle portait une veste d'homme que je n'avais jamais vue auparavant. « Où es-tu allé ?» ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. Claudia n'a même pas levé les yeux de la cafetière. Reed a proposé de me montrer quelques exemples de portfolio de ses campagnes précédentes, dit-elle, d'un ton aussi désinvolte qu'un dimanche matin. Nous sommes allés à son bureau pour regarder des documents. Jusqu'à 4 heures du matin. Maintenant, elle me regardait, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de culpabilité, pas de honte, du calcul. On n'a pas vu le temps passer, dit Claudia. Tu sais ce que c'est quand on est passionné par un projet. Nous discutions des opportunités potentielles pour ton entreprise. En fait, Reed pense qu'il y a un réel potentiel sur le marché de la cuisine en plein air. Cette veste, flottant sur ses épaules, racontait une autre histoire. Tout comme la façon dont elle n'arrivait pas tout à fait à croiser mon regard quand elle prononçait son nom. C'est la veste de qui, ai-je demandé. Elle baissa les yeux comme si elle avait oublié qu'elle la portait. Oh, ça? C'est Reed. Il faisait un peu froid dans son bureau et il me l'a prêtée. Et tu as oublié de la lui rendre. Claudia haussa les épaules, se tournant enfin complètement vers moi. C'est là que je l'ai vue. Une petite marque sur son cou, juste en dessous de son col, pas tout à fait cachée par ses cheveux. Je la lui rendrai la semaine prochaine, dit-elle. Preston, tu agis bizarrement. Il ne s'est rien passé, à part une discussion de travail qui s'est prolongée. Elle mentait. Nous le savions tous les deux. Mais en la regardant se tenir là, avec une audace incroyable, portant la veste d'un autre homme et s'attendant à ce que j'avale son histoire sans broncher, j'ai réalisé que quelque chose avait changé entre nous. Peut-être que ça changeait depuis des mois, et que j'avais été trop occupé à construire des fumoirs pour le remarquer. Je vais prendre une douche, annonça Claudia, passant devant moi en direction des escaliers. Les jumeaux vont bientôt se lever pour leur entraînement de foot. Elle avait raison sur ce point. Dans 2 heures, Owen et Nash dévaleraient les escaliers, attendant leur petit déjeuner et des uniformes propres. Ivy aurait besoin que je la conduise à son travail du week-end à la librairie. Caleb voudrait de l'aide pour ses dissertations d'université. La vie continuerait comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Le dimanche après-midi, j'ai pris ma décision. Pendant que Claudia était à son cours de yoga et que les enfants étaient dispersés dans leurs diverses activités, je suis allé à la quincaillerie et j'ai acheté de nouveaux verrous de sécurité pour chaque porte de la maison. Des serrures robustes de marque Schlage, impossibles à crocheter ou forcer facilement. J'ai passé 2 heures à les installer, travaillant avec la précision méthodique que j'appliquais à mon travail du métal. Chaque tour de tournevis me donnait l'impression de reprendre le contrôle. Chaque nouvelle clé représentait un choix que je faisais sur qui avait sa place dans ma vie. Caleb est rentré le premier vers 17 heures. Mon fils de 17 ans avait toujours été perspicace, et il a immédiatement remarqué les nouvelles serrures. « Papa, tu as changé les serrures ?» demanda Caleb, examinant la nouvelle quincaillerie en laiton sur la porte d'entrée. « Mise à niveau de la sécurité ?» ai-je simplement répondu. Il m'a jeté un regard qui disait qu'il savait qu'il y avait plus, mais il n'a pas insisté. Caleb avait hérité de ma tendance à réfléchir avant de parler, à observer et écouter avant de tirer des conclusions. Les jumeaux sont arrivés 20 minutes plus tard, bavardant à propos de leur match de foot. Ils ont à peine remarqué les serrures, trop occupés à se disputer pour savoir qui avait marqué le plus beau but. Ivy est rentré juste avant 18 heures, fatigué de son service à la librairie et plus intéressé par ses devoirs que par l'examen de la quincaillerie des portes. Claudia est revenue à 18h30, son tapis de yoga sur l'épaule et cet éclat d'après-séance qui, autrefois, faisait battre mon cœur. Maintenant, cela me rappelait simplement son retour à l'aube, le visage rouge et les échevelés, venant du lit d'un autre. J'étais assis sur le porche, nettoyant un de mes outils de soudure, et j'attendais. Elle a remonté l'allée comme n'importe quel autre soir, les clés déjà à la main, parlant de son cours et de quelque chose de drôle que l'instructrice avait dit. Puis elle a essayé d'ouvrir la porte. La clé n'entrait pas. Elle a réessayé, la secouant, pensant peut-être qu'elle avait pris la mauvaise clé de son trousseau. Quand ça n'a pas fonctionné, elle a examiné la serrure de plus près, remarquant enfin qu'elle était différente. Preston, appela Claudia à travers la porte.
Pourquoi ma clé ne fonctionne pas? J'ai posé mon outil et je me suis dirigé vers la porte, l'ouvrant lentement. Elle se tenait là, sur le pas de la porte, la clé toujours à la main, avec la même expression confuse qu'elle avait probablement répétée devant le miroir. J'ai changé les serrures, ai-je dit calmement. Pourquoi aurais-tu changé les serrures sans me le dire? Pour la même raison que tu es allé au bureau de Reed sans me le dire. Son visage passa par plusieurs expressions successives, confusion, indignation, puis quelque chose qui ressemblait presque à du respect, comme si elle me voyait clairement pour la première fois depuis des années. Preston, nous devons en parler comme des adultes. En effet, mais d'abord, tu dois décider où tu veux avoir cette conversation, parce qu'à partir de maintenant, tu ne vis plus ici. Le lendemain, elle a découvert que sa clé n'entrait plus dans la porte qu'elle avait franchie pendant 16 ans. Claudia est restée sur notre porche une minute entière, me fixant comme si j'avais perdu la tête. Derrière elle, je pouvais voir Madame Thompson, la voisine, faire semblant d'arroser ses plantes tout en écoutant manifestement chaque mot. « Tu ne peux pas être sérieux », dit finalement Claudia. « C'est aussi ma maison. Nos enfants vivent ici. Les enfants que tu as abandonnés hier soir pour aller jouer à la petite maison avec ton nouveau petit ami. » Je me suis écarté, mais pas assez pour la laisser passer. Ils sont à l'intérieur, en train de faire leurs devoirs et de se demander pourquoi maman agit si bizarrement ces derniers temps. Je t'ai dit que c'était pour le travail. Un travail qui t'obligeait à ramener sa veste à la maison? Un travail qui laissait des marques sur ton cou? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Claudia, je travaille peut-être de mes mains, mais je ne suis pas stupide. Ça l'a touché. J'ai vu sa mâchoire se crisper, le masque tomber une seconde. Très bien, dit-elle, sa voix baissant pour devenir un murmure afin que les voisins n'entendent pas, tu veux la vérité? Oui. J'ai passé la nuit avec Reed. Oui, nous avons une liaison. Mais ce mariage est mort depuis des années, Preston. Nous sommes des colocataires, pas un mari et une femme. Plus de faux-semblants, plus de mensonges élaborés, juste une honnêteté froide et brutale, livrée comme si elle parlait de la météo. Alors, tu as décidé de régler ça en ayant une liaison au lieu de m'en parler. Claudia a ri, mais sans aucune once d'humour. Te parler? Quand? Entre ton travail, les enfants et tes projets du week-end. Quand exactement étais-je censé programmer une conversation sur ma solitude? Tu aurais pu commencer n'importe quand au cours des 16 dernières années. J'ai essayé. Tu n'as simplement jamais écouté. Ça m'a fait mal, car une partie de cela était probablement vrai. Je m'étais concentré sur la construction de l'entreprise, sur le fait de subvenir aux besoins de la famille, de nous assurer une sécurité et un avenir. J'avais peut-être manqué quelques signaux en cours de route, mais cela ne justifiait pas ce qu'elle avait fait. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, tu me laisses entrer pour qu'on puisse régler ça comme des gens raisonnables. Les enfants n'ont pas besoin de voir leurs parents se comporter comme des gamins. J'ai secoué la tête. Les enfants vont voir leur père se défendre pour une fois. Ils vont apprendre que les actions ont des conséquences et que les mensonges ne sont pas récompensés par une seconde chance. À travers la fenêtre, je pouvais voir Caleb dans le salon, faisant semblant de lire, mais écoutant de toute évidence. Il a croisé mon regard et m'a fait un tout petit signe de tête. Mon fils comprenait ce qui se passait, et il approuvait. Je vais prendre un avocat, menaça Claudia. Bien. Moi aussi. J'ai commencé à fermer la porte, puis je me suis arrêté. Ah, et Claudia, la veste de Reed est dans le placard de l'entrée. Tu pourras la récupérer quand tu viendras chercher tes affaires. J'ai fermé la porte et j'ai tourné le nouveau verrou. Dehors, je pouvais l'entendre respirer lourdement, essayant probablement de décider s'il valait mieux faire une scène ou se retirer avec la dignité qui lui restait. Elle a choisi la retraite, pour le moment. Le plus dur quand on tient bon, ce n'est pas la confrontation initiale. C'est de gérer les conséquences, quand les gens que vous aimez commencent à prendre parti. Le mardi matin m'a ramené à cette réalité, s'abattant sur moi comme une enclume. J'étais dans l'atelier, essayant de me perdre dans le rythme familier de la découpe de l'acier pour un fumoir sur mesure, quand Caleb est apparu à la porte. Mon fils de 17 ans avait les yeux de sa mère même à mâchoire obstinée. Et en ce moment, les deux jouaient contre moi. « Papa, il faut qu'on parle », dit Caleb, fermant la porte de l'atelier derrière lui. J'ai posé mon chalumeau et enlevé mon masque de sécurité. « Qu'est-ce qui te préoccupe, fiston ? Maman m'a appelé hier soir. Elle est chez tante Sarah,
et elle est très contrariée. Caleb s'appuya contre mon établi, les bras croisés dans un geste qui me rappelait douloureusement le mien. Elle dit que tu l'as mise à la porte de sa propre maison pour un malentendu. C'est comme ça qu'elle appelle ça? Un malentendu? Elle a dit que tu avais tiré des conclusions hâtives sur sa relation de travail avec un type de son agence de marketing. La voix de Caleb était prudente, mesurée. Papa, je sais que maman et toi avez eu des problèmes ces derniers temps. Ivy et moi ne sommes pas aveugles, mais la mettre dehors, ça semble assez extrême. J'ai étudié le visage de mon fils, voyant l'influence de Claudia dans ses mots, mais reconnaissant aussi l'inquiétude sincère qui s'y lisait. Caleb avait toujours été le pacificateur de notre famille, celui qui essayait d'apaiser les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Fiston, que ferais-tu si tu emmenais ta petite amie à une fête et qu'elle partait avec un autre homme, pour ensuite rentrer à la maison en portant sa veste? L'expression de Caleb changea. C'est ce qui s'est passé? C'est exactement ce qui s'est passé. Et quand j'ai confronté ta mère à ce sujet, elle a admis qu'elle avait une liaison avec ce Reed Osorn. La couleur quitta le visage de Caleb. Il resta silencieux un long moment, traitant cette information avec la même approche méthodique qu'il utilisait pour ses devoirs de calcul. Elle l'a vraiment admis, demanda-t-il enfin. Oui. Elle a dit que notre mariage était mort depuis des années et qu'elle se sentait seule. J'ai pris un morceau de ferraille, le tournant dans mes mains. Peut-être qu'elle avait raison sur certains points. Peut-être que je me suis trop concentré sur le travail et que j'ai manqué quelques signes avant-coureurs. Mais ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Caleb hocha lentement la tête. Et Ivy et les jumeaux? Ils ne savent pas encore, n'est-ce pas? Ta sœur pense que je suis déraisonnable. Elle m'envoie des textos depuis ce matin, exigeant que je m'excuse auprès de sa mère. J'ai croisé le regard de Caleb. Les jumeaux ne comprennent pas pourquoi maman n'est pas là, et je ne sais pas trop comment l'expliquer à des enfants de 12 ans. Papa, il y a autre chose que tu devrais savoir. Caleb hésita, puis continua. J'ai vu maman avec ce type il y a environ 2 semaines au café du centre-ville. Ils étaient assis très près l'un de l'autre, se tenant la main par-dessus la table. J'ai pensé à te le dire, mais je me suis dit qu'ils étaient peut-être juste amis ou partenaires d'affaires ou quelque chose comme ça. Cela m'a frappé plus durement que prévu. Mon fils portait ce fardeau depuis des semaines, essayant de me protéger d'une vérité que j'avais besoin d'entendre. Je suis désolé de ne rien avoir dit plus tôt, continua Caleb. Je n'arrête pas de penser que si j'avais parlé, tu aurais pu confronter maman avant que ça n'aille aussi loin. Ce n'est pas ta faute, fiston. Pas du tout. J'ai posé ma main sur son épaule. Tu essayais de protéger ta famille. C'est ce que font les hommes bien. 3 jours après le départ de Claudia, un coursier a livré une enveloppe qui m'a glacé le sang. À l'intérieur se trouvait une lettre du cabinet Patterson, Williams et Associates exigeant une médiation immédiate concernant le partage des biens matrimoniaux et une pension alimentaire provisoire pour conjoints en attendant la procédure de divorce formelle. Claudia ne perdait pas de temps. Elle voulait la moitié de tout ce que j'avais construit, y compris l'atelier et l'entreprise de fumoir sur mesure qu'il m'avait fallu 15 ans pour établir. Mais ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est l'affirmation selon laquelle elle méritait un soutien financier continu parce qu'elle avait sacrifié sa progression de carrière pour soutenir les projets entrepreneuriaux de son mari. C'était la meilleure. Claudia avait travaillé à temps partiel à l'agence de marketing pendant exactement 18 mois au total au cours des 6 dernières années, passant plus de temps à planifier des voyages entre filles qu'à développer des campagnes. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine pour maintenir notre famille à flot. J'ai appelé mon avocat, Jim Ellis, un ancien marine au franc-parler qui s'était occupé des formalités juridiques lorsque j'avais créé mon entreprise. Jim a écouté toute l'histoire sans m'interrompre, puis m'a donné l'évaluation franche dont j'avais besoin. Preston, l'adultère n'a plus le même poids qu'avant dans le droit du divorce au Tennessee, mais ce n'est pas non plus sans importance, a dit Jim au téléphone. Le fait qu'elle ait admis l'affaire joue en notre faveur. Le plus gros problème sera l'évaluation de l'entreprise et de la maison. Elle n'a pas contribué d'un centime à la compte de cette maison et elle n'a jamais été impliquée dans les opérations de l'entreprise. Peu importe. 24 ans de mariage créent certaines présomptions sur les biens matrimoniaux. Mais nous pouvons nous battre, surtout si nous pouvons démontrer qu'elle planifiait ce divorce tout en dissimulant des actifs ou des revenus. Cela a attiré mon attention. Que veux-tu dire par dissimuler des actifs? Je vais recommander que nous engagions un expert comptable judiciaire pour examiner vos finances familiales des 2 dernières années. Si Claudia a déplacé de l'argent ou fait de gros achats inexpliqués, nous devons le savoir.
L'experte comptable, une femme à l'œil vif nommée Rebecca Chin, a trouvé exactement ce que Jim soupçonnait. Au cours des 8 derniers mois, Claudia avait transféré de petites sommes de notre compte d'épargne commun vers un compte personnel dont j'ignorais l'existence. Rien d'énorme, mais cela s'élevait à près de 12 000 $. Plus dommageable était l'activité de la carte de crédit, vêtements de créateur, dîners coûteux dans des restaurants où je n'étais jamais allé, et même un week-end à Asheville qu'elle avait prétendu être un séminaire d'entreprise. Les reçus racontaient une autre histoire, dîner romantique pour deux, soins de spa en couple, un hôtel-boutique connu pour son atmosphère intime. Elle a financé sa liaison avec les actifs matrimoniaux, expliqua Rebecca lors de notre réunion. Ces dépenses montrent un schéma clair de tromperie et de mauvaise conduite financière. Mais la vraie bombe est venue de Caleb. Mon fils avait mené sa propre enquête, utilisant ses compétences informatiques pour fouiller les comptes de réseaux sociaux et les registres publics. « Papa, tu dois voir ça », dit Caleb, me montrant l'écran de son ordinateur portable. Reed Osorn n'est pas un simple cadre marketing. Il a été marié 2 fois auparavant. Les 2 mariages se sont terminés par un divorce. Et les 2 ex-femmes l'ont accusé d'adultère dans leur dossier judiciaire. Le schéma devenait clair. Reed n'était pas seulement un trompeur. C'était un prédateur qui ciblait les femmes mariées, tirant probablement un plaisir malsain de la destruction des familles. Et Claudia était tombée droit dans son piège, entraînant notre mariage de 24 ans dans sa chute. L'audience pour la garde des enfants était prévue pour un jeudi matin fin janvier. Je la redoutais depuis des semaines, sachant que l'avocate de Claudia essaierait de me dépeindre comme un mari instable et contrôlant qui avait mis sa femme à la porte de sa propre maison. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était l'option nucléaire qu'elle avait décidé de déployer. Monsieur puis, commença le juge Harrison, feuilletant les papiers sur son bureau. Je vois des allégations sérieuses ici. L'avocate de votre femme prétend que vous avez eu un comportement menaçant et qu'elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants. Mon avocat, Jim Ellis, me lança un regard d'avertissement avant de se lever. Votre honneur, ces allégations sont complètement fabriquées. Mon client n'a aucun antécédent de violence ou de comportement menaçant. En fait, nous avons des preuves que Madame Puis a systématiquement trompé son mari et détourné des fonds matrimoniaux pour financer une liaison extra-conjugale. L'avocate de Claudia, une femme élégante nommée Victoria Walsh, se leva immédiatement. Votre honneur, les prétendues preuves de Monsieur Puis ne sont pas pertinentes pour les préoccupations de sécurité en question. Ma cliente a documenté des cas de comportement de plus en plus erratiques et contrôlants de son mari, y compris le changement des serrures de leur maison familiale sans préavis et le refus de lui donner accès à ses effets personnels. J'ai regardé Claudia, assise à la table adverse, vêtue d'un tailleur gris conservateur qui coûtait probablement plus cher que le prêt immobilier mensuel de la plupart des gens. Elle avait perfectionné le look d'une épouse effrayée et vulnérable, avec des mouchoirs à portée de main et des yeux baissés qui se tournaient parfois vers le juge pour un effet maximal. Maître Ellis, continua le juge Harrison, quelles preuves avez-vous concernant ces prétendues irrégularités financières? Jim se leva et tendit un épais dossier au greffier. Votre honneur, notre experte comptable a documenté un schéma de comportement financier trompeur s'étalant sur 8 mois. Madame Puis a secrètement transféré plus de 12 000 $ de comptes matrimoniaux communs vers un compte personnel, puis a utilisé ces fonds ainsi que les cartes de crédit du ménage pour financer des escapades romantiques et des cadeaux coûteux pour son amant, Reed Osorn. Objection, votre honneur, interrompit Walsh. La caractérisation par Monsieur Puis de dépenses professionnelles légitimes. Dépenses professionnelles légitimes? La voix de Jim portait le ton incrédule d'un homme qui avait vu trop de conjoints menteurs en 20 ans de carrière. Votre honneur, ces dépenses comprennent des soins de spa en couple, des dîners romantiques dans des établissements connus pour leur atmosphère intime, et un week-end dans un hôtel-boutique spécialisé dans les retraites romantiques. À moins que l'agence de marketing de Madame Puis n'ait adopté des stratégies de divertissement client très peu conventionnelles, ce sont clairement des dépenses personnelles liées à sa liaison. Le juge Harrison examina les documents pendant plusieurs minutes tandis que la salle d'audience restait silencieuse. Finalement, il leva les yeux directement vers Claudia. Madame Puis, avez-vous eu une relation extra-conjugale avec Monsieur Reed Osorn? Le masque de Claudia glissa un instant. J'ai vu un regard vers son avocate, qui fit un signe de tête presque imperceptible. Votre honneur, ma relation avec Monsieur Osorn s'est développée après que mon mariage se soit déjà effondré en raison de la négligence émotionnelle et du comportement contrôlant de mon mari, dit Claudia, sa voix ferme mais manquant de conviction. Preston a créé un environnement où je me sentais isolé et peu apprécié. Reed m'a offert le soutien émotionnel et la compréhension qui manquaient à mon mariage depuis des années.
Cela ne répond pas à ma question, Madame Puy. Avez-vous oui ou non eu une relation extra-conjugale alors que vous étiez encore marié à votre mari? Une longue pause, puis, à peine audible, oui, votre honneur. Le juge prit quelques notes, puis regarda les deux équipes d'avocats. Je vais ordonner des visites supervisées pour les deux parents en attendant une évaluation complète de la garde. Monsieur Puy, vous aurez les enfants du dimanche au mardi. Madame Puy, du mercredi au vendredi. Les week-ends alterneront. Aucun des parents ne doit parler négativement de l'autre devant les enfants. Ce n'était pas la victoire que j'espérais, mais ce n'était pas non plus le désastre que Claudia avait planifié. L'arrangement de garde a duré exactement 3 semaines avant de s'effondrer. Non pas à cause de quelque chose que j'ai fait, mais parce que mes enfants ont commencé à faire leur propre choix sur l'endroit où ils voulaient être. Ça a commencé avec Ivy. Ma fille de 16 ans avait été réfractaire à toute la situation, convaincue que j'étais déraisonnable et que ses parents devraient simplement régler leurs problèmes comme des adultes. Mais quelque chose a changé pendant sa 2e semaine dans l'appartement temporaire de Claudia. « Papa, est-ce que je peux rentrer plus tôt ?» m'a appelé Ivy un mardi soir, la voix tendue par la frustration. Maman a invité Reed à dîner, et c'est vraiment gênant. Ils n'arrêtent pas d'agir comme s'ils étaient un couple parfait, et elle veut que je sois heureuse pour elle. Que veux-tu faire, ma chérie? Je veux rentrer à la maison. Je veux dormir dans ma propre chambre et ne pas avoir à faire semblant que ce que maman a fait est normal. La voix d'Ivy se brisa légèrement. Papa, je suis désolé de t'avoir causé tant de problèmes à propos des serrures. Caleb m'a raconté ce qui s'est vraiment passé, et je comprends pourquoi tu l'as fait. 1 heure plus tard, Ivy était de retour à la maison, aidant les jumeaux avec leurs devoirs pendant que je terminais des papiers pour une commande de fumoir commercial. La voir à la maison, c'était comme si une pièce de mon monde se remettait en place. Les jumeaux ont suivi. Owen et Nash avaient été déroutés par toute la situation, luttant pour comprendre pourquoi ils devaient vivre dans 2 endroits différents et pourquoi leurs parents ne pouvaient pas simplement réparer ce qui n'allait pas. Mais les enfants de 12 ans ne sont pas stupides, et ils avaient commencé à remarquer des choses. Papa, pourquoi le nouveau petit ami de maman essaie toujours de se comporter comme notre beau-père? A demandé Nash lors de notre soirée du mercredi. Il n'arrête pas de nous poser des questions sur l'école et le sport comme si ça l'intéressait, mais ensuite lui et maman vont dans sa chambre et ferment la porte. Et il nous a acheté ces jeux vidéo très chers, a ajouté Owen. Mais quand on lui a dit qu'on les avait déjà, il est devenu tout bizarre et a dit qu'on devrait être plus reconnaissant. Reed Osorn essayait d'acheter l'affection de mes fils, probablement sur une suggestion de Claudia. C'était un coup classique du répertoire du briseur de ménage, mais ça se retournait contre lui parce que mes garçons n'étaient pas impressionnés par les cadeaux tapas accent grave l'œil d'un homme qui couchait avec leur mère. Les garçons, vous n'êtes pas obligés de faire semblant de l'aimer, ai-je dit prudemment, conscient de l'ordonnance du juge de ne pas parler négativement de leur mère. Et vous ne devez de la gratitude à personne pour des cadeaux que vous n'avez ni voulu ni demandé. Le vendredi, les 2 jumeaux avaient également demandé à rentrer plus tôt. Leur propre lit, leur installation de jeux vidéo et la routine confortable que nous avions établie leur manquaient. Plus important encore, ils étaient mal à l'aise en présence de Reed, qui en faisait trop pour les gagner tout en ressentant manifestement du ressentiment pour le temps qu'ils devaient passer à être faussement gentils avec les enfants d'un autre. Seul Caleb respectait le calendrier de garde, mais c'était parce qu'il utilisait son temps dans l'appartement de Claudia de manière stratégique. Mon fils de 17 ans était devenu le collecteur de renseignements de notre famille, documentant le comportement de Reed et les sautes d'humeur de plus en plus erratiques de Claudia. « Papa, ils se disputent beaucoup », rapporta Caleb lors d'une de nos sessions du soir à l'atelier. Reed n'arrête pas de parler de ses projets futurs, mais aucun d'entre eux n'inclut de rester dans le Tennessee. Et maman commence à réaliser qu'il n'est pas aussi sérieux qu'elle le pensait au sujet de leur relation. Quel genre de dispute? Elle veut qu'il rencontre ses parents, mais il trouve toujours des excuses. Elle parle qu'ils emménagent ensemble, et ils changent de sujet. Et hier, elle l'a surpris en train d'envoyer un texto à une autre femme. Caleb fit une pause, organisant ses pensées. Je pense qu'elle commence à comprendre qu'elle a jeté son mariage pour un type qui n'en vaut pas la peine. L'arrangement de garde était censé apporter de la stabilité à mes enfants. Au lieu de cela, il leur montrait exactement qui leur mère était devenue et ce qu'elle appréciait le plus. Et ce n'était pas eux. La sortie de Reed Osorn de la vie de Claudia fut aussi calculée et lâche que tout le reste chez lui. Cela a commencé par des dîners manqués et des appels téléphoniques non retournés, puis s'est intensifié en une rupture par SMS qui aurait embarrassé un adolescent.
Caleb m'a montré le message qu'il avait vu sur le téléphone de Claudia. Cette situation est devenue trop compliquée pour moi à gérer en ce moment. Je dois me concentrer sur ma carrière et je ne peux pas gérer le drame entourant ton divorce. Prends soin de toi. 24 heures. C'est le temps qu'il a fallu à Reed pour passer de la promesse d'un avenir commun avec Claudia à la traiter comme un passif dont il devait se débarrasser. Ma femme avait jeté 24 ans de mariage pour un homme qui ne pouvait même pas prendre la peine de rompre avec elle en personne. Les conséquences furent rapides et brutales. L'appartement temporaire de Claudia devint une forteresse de mouchoirs et de bouteilles de vin vides. Selon Ivy, qui avait accepté à contre-cœur de passer une soirée à veiller sur sa mère, Claudia était à peine fonctionnelle. « Papa, elle a l'air terrible », rapporta Ivy. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a fait la plus grande erreur de sa vie, qu'elle ne comprend pas comment tout a pu si mal tourner si vite. Mais j'en avais fini d'être le filet de sécurité de Claudia. Quand elle m'a appelé en pleurant, suppliant pour une autre chance, j'ai écouté poliment, puis je lui ai donné la même réponse que je donnais depuis des semaines. Claudia, tu as fait ton choix. Tu as choisi Reed plutôt que notre mariage, plutôt que notre famille, plutôt que la vie que nous avons construite ensemble. Le fait qu'il se soit avéré être exactement ce que je pensais qu'il était n'efface pas ce que tu as fait. Mais Preston, si tu savais quel genre d'homme il était, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? L'audace de cette question m'a coupé le souffle. M'aurais-tu écouté ? Tu étais si convaincu que j'étais le problème dans ta vie que tu as ignoré chaque signal d'alarme, chaque avertissement, chaque preuve que Reed t'utilisait. La procédure judiciaire a avancé avec une efficacité mécanique. Jim Ellis avait monté un dossier en béton documentant la liaison de Claudia, sa tromperie financière et ses fausses accusations. L'évaluation de la garde m'était fortement favorable, notant que les 4 enfants avaient exprimé une nette préférence pour vivre avec leur père à plein temps. L'audience finale du divorce fut presque sans surprise. Claudia était assise à la table du défendeur, ressemblant à un fantôme d'elle-même, tandis que son avocate faisait semblant de représenter une cliente qui avait perdu avant même que la procédure ne commence. Madame puis, demanda le juge Harrison lors du témoignage final. Avez-vous quelque chose à dire avant que je ne rende ma décision ? Claudia se leva lentement, les mains tremblant légèrement. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait vraiment s'excuser, montrer un remords sincère pour la destruction qu'elle avait causée. Au lieu de cela, elle dit, « Votre honneur, je veux juste ce qui est juste. J'ai fait des erreurs, mais j'ai été mariée à Preston pendant 24 ans. Cela devrait compter pour quelque chose. » Même maintenant, même après tout, elle ne pouvait pas assumer l'entière responsabilité de ses actes. Elle était toujours la victime dans son propre esprit, méritant toujours considération et compensation pour sa souffrance. Le juge Harrison m'a accordé la garde exclusive des 4 enfants, la maison et l'entreprise. Claudia a reçu un modeste règlement en espèces et des droits de visite supervisés et limités. Pas de pension alimentaire, pas de droit sur l'atelier ou l'équipement, pas de soutien financier continu. La justice servit froide, exactement comme je la préférais. 6 mois après la finalisation du divorce, la vie avait repris un rythme qui semblait étonnamment normal. Les enfants s'épanouissaient. Mon entreprise était en pleine croissance et la maison ressemblait à nouveau à un foyer plutôt qu'à un champ de bataille. Caleb avait été accepté à Tennessee Tech avec une bourse complète en génie mécanique. Ivy excellait dans sa première année de lycée et avait commencé à m'aider avec la partie commerciale de l'entreprise de fumoir. Les jumeaux avaient rejoint l'équipe de lutte du collège et canalisé leur énergie dans quelque chose de productif. Plus important encore, mes enfants avaient appris des leçons sur l'intégrité, les conséquences et la défense de ce qui est juste. Ils avaient vu leur père refuser d'être manqué de respect, et leur mère faire face aux résultats de ses choix. Claudia avait déménagé à Nashville, où elle avait trouvé du travail dans une plus petite agence de marketing pour une fraction de son salaire précédent. Elle envoyait occasionnellement des textos disant que les enfants lui manquaient, mais faisait peu d'efforts pour maintenir une relation constante avec eux. Les visites supervisées s'étaient réduites à des appels téléphoniques mensuels qui devenaient de plus en plus courts à chaque fois. Reed Osorn avait complètement disparu, ayant apparemment accepté un poste à Atlanta sans laisser d'adresse. J'avais entendu par des connaissances communes qu'il avait déjà recommencé son manège avec une nouvelle cible, une cadre divorcée qui pensait avoir trouvé son âme sœur. Mon entreprise s'était développée au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. La publicité du divorce, ironiquement, avait attiré l'attention sur mes fumoirs sur mesure. Plusieurs restaurants et chaînes de barbecue avaient passé de grosses commandes, et j'avais embauché 2 employés à temps partiel pour aider à la production. « Papa, tu sembles différent »,
observa Ivy un soir alors que nous travaillions sur la facturation dans l'atelier. Plus heureux, peut-être plus détendu. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de vivre ma propre vie au lieu de gérer le chaos émotionnel de quelqu'un d'autre. Je me réveillais chaque matin en sachant que je pouvais faire confiance aux personnes dans ma maison, sachant que mes priorités étaient alignées sur mes actions. Parfois, perdre la mauvaise personne remet tout le reste en perspective, lui ai-je dit. La rénovation de la maison était presque terminée. J'avais refait la chambre principale, modernisé la cuisine et ajouté une véranda où les enfants et moi passions les soirées à parler de leur journée. Chaque changement effaçait une autre trace de la femme qui avait tenté de déchirer notre famille. La docteure Vera Blackwood, qui s'est avérée être une véritable amie plutôt qu'une simple complice de Claudia, m'avait aidé à comprendre la psychologie derrière ce qui s'était passé. Claudia n'avait pas seulement triché. Elle avait systématiquement réécrit l'histoire de notre mariage pour justifier ses actes. Certaines personnes ne peuvent pas accepter la responsabilité de leur choix, avait expliqué la docteure Blackwood. Elles ont besoin de croire qu'elles sont la victime, même lorsqu'elles sont clairement l'agresseur. C'est plus facile que d'affronter la vérité sur elles-mêmes. En y repensant, je pouvais voir les signes que j'avais manqués, l'érosion lente du respect et de la communication qui avait rendu Claudia vulnérable à la manipulation de Reed. Mais j'avais aussi appris qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, et qu'on ne peut pas aimer quelqu'un assez fort pour compenser son manque d'intégrité. Mes enfants avaient les coordonnées de leur mère. S'ils voulaient une relation avec Claudia, c'était leur choix à faire en tant qu'adultes. Mais ils avaient aussi appris que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang. C'est une question de personnes qui sont présentes, qui tiennent leurs promesses et qui placent les besoins de la famille au-dessus de leurs propres désirs. Alors que je fermais l'atelier ce soir-là et que je me dirigeais vers notre maison, j'entendais des rires s'échapper par les fenêtres. Mes enfants étaient à la maison, en sécurité, sachant que leur père se battrait toujours pour eux. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue il y a 25 ans, mais c'était mieux que le mensonge dans lequel j'avais vécu. Et cela suffisait.